Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être complètement à la masse sur les actualités de sortie de films, d'aller en voir un en mode YOLO, de l'adorer, pour ensuite vous rendre compte que tout le monde s'en fout, que le studio, le public, l'univers et le concept même d'espace-temps a abandonné le projet quasi en route? Ouais, moi aussi. John Carter. Go, générique. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il y a quelques mois, j'ai eu la grande chance de participer au podcast Hyperdrive, où nous avons pu discuter gaiement de John Carter, un film sorti en 2012 et un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, causant une perte tout de même de près de 200 millions de dollars à Disney, qui honnêtement le mérite, mais c'est pas le sujet. Dans cet épisode, le bon Willem et moi-même étions du même avis. Ce film était génial et ne méritait pas d'avoir été ainsi bâclé et aussi lâchement délaissé par Disney. Et pas seulement Disney, le monde entier. Aujourd'hui, parce que j'avoue que c'était prévu que je fasse cette vidéo avant le podcast, mais c'est cool parce que ça me donne matière à parler et en plus je peux faire un petit peu de pub à Hyperdrive, foncez, c'est de la bonne. J'avais donc envie de refaire un petit tour sur le marketing foireux de John Carter et d'expliquer ce qui a fait son flop total. Tout d'abord, synopsis. Publié pour la première fois en 1917 et écrit par Edgar Rice Burroughs, l'auteur de Tarzan, pour le coup adapté de multiples fois, et la raison pour laquelle j'ai mis une peau de bête aujourd'hui sous le nom de A Princess of Mars, le cycle de Mars a littéralement été un des créateurs du space opera et du Sword and Planet, et une des toutes premières histoires SF en format livre, à une époque où la SF était confinée aux magazines. L'adaptation donc nous emmène sur Mars, appelée en fait Barsoom, peuplée par de nombreux aliens menant une guerre sans merci entre les différentes factions. Une cité itinérante, Zodanga, détruit toutes les nations martiennes avec pour seule résistance la cité d'Hélium. Sab Tan, le roi de Zodanga, reçoit des ternes, une technologie dévastatrice qui lui permettrait de prendre le contrôle total de Barsoom. Retour sur Terre où un tout jeune Edgar Rice Burroughs apprend la mort de son oncle, John Carter, duquel on lui confie son journal. Il y lit donc les déboires du jeune Carter, ancien officier sudiste de la guerre de sécession, sans le sou et à la recherche d'or. Après des déboires avec un officier de la cavalerie nordiste et les Apaches, il se retrouve à se cacher dans une grotte où il surprend un terne qu'il tue et en touchant son collier se téléporte de manière tellement violente qu'il en perd connaissance. Il se réveille au milieu d'un désert et se rend compte que la gravité de ce monde est différente, lui permettant de faire des bonds spectaculaires. Il se fait capturer par des Tarks qui l'adoptent et lui font subir un rituel d'initiation, ce qui lui permet de comprendre leur langue. Saptan, entre-temps, a poutré l'armée d'Hélium et offre pour condition d'une réconciliation un mariage avec la princesse d'Hélium, déjà Tauris, une scientifique et guerrière exemplaire et très intelligente. Elle s'échappe après avoir refusé le mariage et Carter la sauve d'une mort certaine lorsque son vaisseau se fait intercepter par les forces de Saptan. Il explique à Deja qu'il est terrien, et après quelques imbroglios, ils se rendent à un sanctuaire où ils comprennent que Carter n'est peut-être qu'une copie de lui-même. Ils se font attaquer, mais Deja est retrouvé par le vaisseau de son père et accepte amèrement le mariage, persuadé que Carter est retourné sur Terre. Matai Shang, le chef des Ternes, explique à Carter que les Ternes ne sont pas des moines, mais un peuple très avancé capable de voyager dans l'espace, et dont le seul but est d'être une sale race manipulant d'autres espèces vers leur destruction, rendue possible parce qu'ils sont capables de prendre l'apparence d'autrui. Shang révèle que le mariage est un piège pour prendre le contrôle d'Hélium. Carter s'échappe, se fait capturer et encore, la scène mythique avec les deux grands singes blancs débarque et est méga stylée, et il s'envole pile à temps pour se rendre à Hélium pour annuler le mariage. Une grande bataille plus tard et les Héliomites et leurs alliés gagnent, et Carter demande la main de Deja. Après la nuit de noces, il jette le médaillon mais Matai Shang le renvoie sur Terre, où il se réveille dans la grotte du départ. Il en retrouve un après 10 ans de recherche et simule sa mort pour garder son corps en sécurité. Le journal donne un avertissement à Burroughs sur les malices des Ternes et Burroughs, terrorisé, se rend au tombeau où repose John Carter. Shang s'y trouve et tente de le tuer, mais Carter le tue d'une balle dans le dos.
Le journal était un leurre. Carter avait simulé sa mort et prétendu trouver un médaillon dans le journal pour qu'un terne vienne le chercher et qu'il puisse récupérer le médaillon. Il confie la garde de son corps à Burroughs et est téléporté sur Mars pour être à présent réellement John Carter of Mars. Et vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le problème avec ce film ? John Carter était un film extrêmement ambitieux, partant de l'œuvre John Carter of Mars de Edgar Rice Burroughs, se basant énormément sur les CGI et les effets spéciaux, ça n'allait de toute manière pas être un projet facile à tenir. Et pourtant, dans l'idée, tout était réuni pour le faire tenir. La production avait été efficace et en temps et en heure, et l'histoire basée sur un des livres les plus connus de la SF moderne. Après tout, Prince of Mars a notamment inspiré Star Wars, est reconnu comme faisant partie intégrante de la pop culture anglophone, et réalisé par une légende de Pixar, Andrew Stanton, le mec qui a, entre autres, réalisé Wall-E et le monde de Nemo, donc c'est loin d'être un branque, en plus d'avoir participé à des projets tels que Toy Story et Monstres et compagnie. Le mec connaissait son sujet, et bien que John Carter ait été son premier film en live action, causant quelques problèmes, notamment des reshoots plusieurs mois après la fin du tournage, ce qui a été utilisé jusqu'à la gueule par la presse pour vomir sur le film avant sa sortie, alors que les reshoots sont communs dans les grosses productions, n'est-ce pas ? Bref, un des plus gros problèmes de John Carter est en fait qu'il arrive beaucoup trop tard dans notre paysage culturel. Trop souvent, on peut lire qu'il n'a rien de différent d'autres films SF à gros budget ou est un remake d'autres histoires. Et le truc, c'est que justement, c'est un des tout premiers livres de space opéra / Sword and Planet, et que c'est bien lui qui a créé tout le bordel à la base. On a eu un peu le même débat récemment avec Dune, accusé d'être une copie de Star Wars, alors que le premier livre Dune est sorti plus de 10 ans avant le premier film Star Wars. Le public. Mais John Carter était un projet trop ambitieux visuellement pour avoir pu être fait avec les connaissances technologiques des effets spéciaux auparavant. Si vous avez lu les livres, vous savez que c'est un bordel de monstres bizarres, d'aliens aux formes particulières, de changeurs de peau, de vaisseaux stylés, etc., etc. De nombreux projets avaient été amenés pour l'adapter, dont un de Disney, auparavant abandonné fin des années 90 avec John McTiernan à la réalisation et Tom Cruise dans le rôle de John Carter. Pour, vous l'aurez deviné, irrémédiablement se casser la gueule devant le colossal boulot demandé pour l'adaptation. Et c'est là, selon moi, un des plus gros soucis du film, et par extension de son public. Il arrive trop tard et personne ne s'est posé la question de qui de la poule ou de l'œuf était là avant. Ça ressemblait à des choses déjà sorties, c'était donc lui la copie. Un des gros soucis vient également de Disney lui-même, après le rachat du Marvel Cinematic Universe. John Carter était à la base une licence dont le but était de créer une franchise à l'intention des ados. Mais Marvel, en arrivant dans le game, a complètement bousculé ça. Beaucoup plus connu, avec une licence déjà lancée et qui fonctionnait très bien. Disney n'avait qu'à financer plus de marketing et de projets, se baser sur des comics déjà connus, et roule ma poule money baby! Et John Carter demandait beaucoup plus de travail, et n'était pas non plus sûr et certain de fonctionner à ce point, encore moins autant qu'un film Avengers. La fanbase existait, certes, bien sûr, mais était fortement limitée, et pas vraiment la démographie voulue par Disney à l'époque. Le projet a donc fortement été délaissé par Disney en partie pour se concentrer sur le MCU. Partons de là, apprenons ensemble une des règles essentielles du marketing. C'est pas parce que tu mets le budget que ta campagne va marcher. Non, si c'était comme ça que ça marchait, le monde serait plus beau. Ou pas? Non, pas du tout en fait. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Et John Carter l'a appris à ses dépens, malheureusement. 100 millions de dollars ont été alloués à la campagne market du film, et j'arrive personnellement toujours pas à comprendre et à voir et à croire ce qu'ils en ont fait. Parce que le truc, c'est qu'il n'y avait pas le droit au merch, au cross-promo ou à en fait, quoi que ce soit qui fait qu'un film pareil aurait marché. Non. Des affiches, des bandes annonces, point barre. Autant dire, Disney a tué le bébé dans l'œuf, direct. Aucun effort n'a été fait pour lancer le film. Pas d'interview des acteurs ou de l'équipe créative, pas de communication sur le film ou très peu, pas de présence sur les réseaux sociaux jusqu'à très tard, juste quelques mois avant la sortie du film, le parfait cocktail pour buter la hype, si hype il y avait à la base. Et il n'y en avait pas. Donc c'était nul. Et qu'est-ce qu'on fait quand on part d'une série de livres, certes bien aimée, mais assez ancienne, avec une fanbase sur laquelle on peut capitaliser pour l'aspect nostalgique enfance? On change le nom du film. I need somebody. Ouais, ils ont fait ça, ouais. On passe de John Carter of Mars à juste John Carter. Et vous savez pourquoi? Non, vraiment, c'est de deviner.
Non, vraiment? Allez-y. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Parce que le mot Mars était trop nerd et que ça aurait empêché les femmes de se déplacer en salle. Non, je déconne pas. Et aussi à cause du flop de Mars Needs Mom, hein. Mais le coup des femmes, là, ils l'ont vraiment dit. Ah ouais, cette bande de blaireaux. Et ça a eu, hein, évidemment, une énorme conséquence sur l'appréciation qu'on se fait du film. John Carter, c'est un titre nul à chier, basique. John Carter of Mars, ça invite à l'aventure. On se demande pourquoi Jono est sur Marceau. C'est sci-fi, c'est fun. John Carter, ça peut être littéralement n'importe qui. Si t'habites aux États-Unis, c'est probablement le voisin au bout de la rue, le gros redneck là qui vote Trump. L'équipe marketing de Disney n'a jamais mentionné la filiation avec le livre de Burroughs, il a juste complètement fait l'autruche sur son origine. Là où, même si le livre était déjà plus connu et qu'il y avait déjà eu un film, Villeneuve avait tout fait pour mentionner Herbert dès que possible. Et puis, mine de rien, le fait que Disney soit autant présent sur les affiches, je pense, a aussi influencé le public. John Carter, si vous savez pas, est à la base un livre que, certes, les enfants et les ados peuvent et ont apprécié, mais pour adultes, avec de la politique, des batailles et tous ces trucs chiants pour adultes. Le fait d'apposer de manière aussi systématique et visible le sigle Disney, au lieu d'utiliser des maisons de production comme Touchstone par exemple, c'est faire comprendre au public qu'on va voir un film Disney, du Disney dans l'imaginaire collectif, un film pour enfants. Et on va pas se mentir, c'est un peu comme ça qu'il a été traité sur certains abords. Un film pour ados, mais sans le côté merchandising qui aurait sauvé un peu le naufrage. Et les bandes annonces, vous avez vu les bandes annonces? Elles étaient vides, sans le grandiose de l'histoire. On ne parle même pas de Burrow, on ne parle pas du réal, on parle de rien. Par contre, je vous conseille ce superbe trailer fait par des fans qui montre et l'origine de John Carter, et la romance avec la princesse, et Burroughs, et Stanton, et qui fait exactement ce que Disney aurait dû faire. Comme quoi. L'inaction et le manque d'implication de Disney, combinés au manque de tête d'affiche, les acteurs n'étant pas ou peu connus du grand public, ce qui est d'un côté méga rafraîchissant, de l'autre un petit peu con, parce que c'est ça qui fait venir l'audience, surtout pour un film Disney, a eu le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Un flop total au box-office international, comparé à tort à Prince of Persia ou Avatar. D'ailleurs, Cameron a avoué s'être massivement basé sur le livre de Burroughs pour son film, tout comme George Lucas, donc la boucle est bouclée. Et avec des journalistes franchement pessimistes qui n'ont pas aidé la déjà mauvaise presse du film, considéré comme un rip-off de Star Wars ou d'Avatar, ou à peu près de tout ce qui a déjà eu du succès par à peu près n'importe qui. Le peu de médias discutant du film discutaient uniquement de son échec, et c'en était fini de l'aventure épique de John Carter of Mars au cinéma. Tout le monde a abandonné ce film, à part Stanton qui s'est battu corps et âme pour son bébé, il faut l'avouer. Ce mec croyait en son histoire et lui aussi s'est fait lâchement abandonner par Disney. Disney avait une potentielle poule aux œufs d'or entre les mains. En 2012, le public était prêt pour des actionneurs SF de grande envergure et intelligents. Iron Man était passé par là, X-Men était passé par là, Avatar était passé par là. Quoi que j'en pense. On rêve d'aventures, de planètes démesurées, de princesses hyper stylées et franchement un des personnages féminins les plus cool que j'ai vu au cinéma récemment, Diane avec 40 bras, parce qu'on sait que le SFX peut porter ses fruits et qu'on a vu des histoires pouvant le faire, d'autant plus quand on est produit par Disney qui, s'il l'avait voulu, aurait pu offrir une vraie campagne marketing à ce film, comme il a pu le faire pour Avengers. Preuve que quand ils le veulent, ils peuvent et font. Et le font bien. Et puis non. Sorti juste avant Hunger Games et le premier Avengers, autant dire qu'il a été complètement oublié et mis de côté à partir de mi-2012. Et pourtant, ce film avait tout pour lui. Un livre de base impressionnant, un casting ok, peu connu mais talentueux, un réalisateur passionné par son sujet et qui avait déjà fait ses preuves, et une technologie SFX mature. Mais Disney a décidé de torpiller ce projet malgré la somme ahurissante injectée dedans, par manque d'intérêt. Et aussi parce que de toute façon, ils savaient déjà qu'ils allaient acheter Star Wars, donc pas envie de se faire chier pour une potentielle franchise concurrente. Et en voyant ce qu'ils en ont fait, franchement j'ai mal. Vous voyez là? Là je saigne, je souffre. Et pourtant, John Carter est un bon film. Un beau film avec une vraie histoire, un world building fantastique qui se tient encore plus de 100 ans après la sortie du livre. Des images vraiment impressionnantes et des CGI parmi les plus clean que j'ai pu voir au cinéma.
notamment dans les nombreuses scènes où humains et CGI interagissent. C'est encore bluffant 10 ans après, et franchement du niveau d'Avatar. C'est personnellement un film que j'ai vu plusieurs fois et que j'aime toujours autant redécouvrir. Et ça se sent que Stanton et l'équipe créative ont fait un boulot monstrueux là-dessus. C'est tellement dommage que Disney ait complètement tanké le truc, parce qu'il y avait un potentiel de franchise absolument énorme, surtout avec un talent pareil infusé dans le projet. Tout était en place pour donner une des plus grandes réussites de l'histoire du cinéma. Mais Disney a depuis prouvé qu'il n'en avait strictement rien à foutre de l'art, des histoires et du cinéma. Encore et encore et encore. Eh bien, grand bien lui fasse. Moi personnellement, je continuerai à rêver et à défendre ce film coréen. Et petite parenthèse, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce débâcle, n'hésitez pas à vous procurer le livre John Carter and the Gods of Hollywood de Michael D. Sellers, une lecture très intéressante sur l'effet négatif du non-marketing de Disney sur le film. Si c'est votre cam, n'hésitez pas, c'est plutôt cool. Voilà, merci à vous d'avoir suivi dans cette vidéo que j'ai déjà teasé pas mal de fois sur Instagram et sur Twitter. Voilà, quand j'ai été accueillie très gentiment sur le podcast Hyperdrive, j'avais déjà l'idée de faire cette vidéo, donc voilà, c'était il y a plus d'1 an déjà. Mais voilà, j'avais très envie de revenir dessus, de parler un peu plus en détail de ce film que j'adore, et franchement je suis toujours triste, toujours attristée de voir comment il a été traité et par le public, et par Disney, et par à peu près n'importe qui ayant été sur sa production, mis à part Stanton et l'équipe créative qui s'est défendue corps et âme sur le truc. Merci à vous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, voilà, mettre un pouce bleu, la cloche, ça, j'en parle jamais, mais faites-le, voilà, de temps en temps, c'est bien d'avoir un rappel. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Goodreads, à me suivre et à donner sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.